Briefing pour le programme Tour de piste 2 pour la formation pratique au PPL et au LAPL. Les deux thèmes de son briefing sont les tours de piste et le chargement, centrage et stabilité longitudinale. Le programme Tour de piste 2 fait partie de la première phase de formation Mania Tour de piste. Les trois objectifs du programme sont de calculer le centrage de votre avion, d'interrompre un décollage avant la rotation et de perfectionner votre technique d'atterrissage et plus particulièrement l'arrondi. Les briefings qui seront détaillés dans cette présentation sont la définition de la masse maximale au décollage et à l'atterrissage, le calcul d'un devis de masse et centrage, la définition du centre de gravité et du foyer, les effets du centrage sur l'avion, la technique pour faire un décollage interrompu, les effets du vent à l'atterrissage, et enfin la présentation des papiers de l'avion et lesquels vous devez emporter en vol. Tout d'abord, la masse maximale pour le décollage ou l'atterrissage sur votre avion peut être limitée pour différentes raisons. Sur un avion léger, en général, la limitation la plus commune, c'est la limitation structurelle. C'est la limitation que vous retrouvez dans le manuel de vol section limitation, comme par exemple le DR400-120, qui a une limitation de 900 kg pour le décollage et pour l'atterrissage, et c'est la même limitation en catégorie utilitaire ou en catégorie normale. Par exemple, pour un DR400-180, eh bien cette fois-ci, ce ne sera pas les mêmes masses en fonction de la catégorie, et également en fonction du décollage et de l'atterrissage pour la catégorie normale. Vous voyez, on peut décoller à 1 tonne 100, mais on peut atterrir à 1 tonne et 45 kg. Vous retrouvez également sur le graphique de masse et centrage toutes ces limitations avec en partie supérieure la limitation de masse. Je vous propose de faire une petite parenthèse pour décrire les deux catégories que nous venons d'évoquer qui sont les plus utilisées sur les avions légers, c'est la catégorie normale et la catégorie utilitaire. En catégorie normale, vous n'avez pas le droit de faire de vol acrobatique ni de manœuvres acrobatiques restreintes. En catégorie utilitaire, eh bien vous pouvez faire tout ce qui appartient au vol normal et en plus les manœuvres acrobatiques restreintes. Vous retrouvez plus de détails dans le manuel de vol de votre avion, comme par exemple celui du DR400-120. Dans la section limitation, il y a des informations sur les facteurs de charge qui sont différents en fonction de la catégorie et il y a aussi des informations sur les limites d'emploi, comme par exemple dans la catégorie utilitaire, quelles sont les manœuvres autorisées et quels sont les critères pour effectuer ces manœuvres, comme par exemple les sièges arrière qui doivent être inoccupés. Comme nous venons de le voir, dans la majorité des cas, c'est la limitation structurelle qui s'impose pour la masse au décollage et à l'atterrissage, mais dans certaines situations, en fonction de la longueur de la piste et des performances de votre avion, eh bien vous pourriez être amené à limiter la masse au décollage et à l'atterrissage pour pouvoir décoller ou atterrir en toute sécurité et surtout réglementairement. Par exemple, si vous regardez sur la carte vague du terrain de Montdidier, avec les deux QFU, c'est une piste en herbe, qui ne vous donne que 750 mètres pour décoller ou pour atterrir. Vous devez donc, en fonction des performances de votre avion que vous retrouvez dans le manuel de vol, vérifier si vous pouvez décoller et éventuellement imposer une limitation sur la masse de décollage ou d'atterrissage pour pouvoir avoir les performances pour décoller et atterrir. Je vous invite à visionner le cours Devis de masse et centrage qui rentre plus en détail dans ce cas particulier d'une limitation due à la longueur de piste et aux performances de l'avion. Parlons maintenant du calcul de masse et centrage de votre avion. Avant chaque vol, comme commandant de bord, vous devez vérifier que la masse et le centrage sont dans les limites. Une fiche de pesée à jour doit être réglementairement disponible dans les papiers de votre avion et c'est cette fiche qu'il faut utiliser. Vous avez à l'écran un exemple de fiche de pesée. Lorsque vous utilisez ce type de fiche, vérifiez de haut en bas les informations. Tout d'abord, vérifiez que ce soit bien l'avion que vous utilisez, la bonne immatriculation. Vérifiez ensuite la date, il faut s'assurer que c'est la dernière pesée. Historiquement, il y avait une pesée au minimum tous les 5 ans ou alors quand il y avait des changements significatifs. Et avec la nouvelle réglementation NCO Pôle 105, maintenant la pesée n'est faite que lorsqu'il y a un changement dont on ne connaît pas l'effet des modifications sur la masse et le centrage de l'avion. Donc on peut imaginer une date qui soit assez ancienne, mais il faut bien que ce soit la dernière pesée.
La pesée de l'avion, c'est une action de maintenance. Les mécaniciens vont mettre une balance sur chaque roue. Il y a une procédure particulière. Ils vont écrire la masse qui est lue sur la balance. Éventuellement une correction de la tare, si par exemple il faut enlever des masses additionnelles, comme par exemple les masses des cales qui pourraient être utilisées, et ils obtiennent la masse nette sur chaque roue qu'ils peuvent additionner pour avoir la masse à vide mesurée. Cette masse à vide mesurée, elle est décrite réglementairement comme la masse de l'aéronef et ses équipements standards, mais sans les occupants et sans le chargement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette masse à vide équipée, il y a le carburant qui n'est pas utilisable. Vous avez l'information dans votre manuel de vol, par exemple sur DR400, en fonction des avions, ça peut aller entre 1 ou 10 litres. Il y a également les liquides qui sont nécessaires à l'aéronef. Ces liquides, c'est par exemple l'huile du moteur, le liquide de refroidissement, de freinage ou hydraulique si l'avion est équipé. Ensuite, il peut y avoir une correction qui sera appliquée par les mécaniciens sur cette valeur mesurée. C'est une correction, par exemple, si tous les réservoirs n'ont pas été vidangés, qu'il restait un peu d'essence, ils vont soustraire la masse de l'essence. Dans cet exemple, il n'y a pas eu de correction et on retrouve donc la masse à vide équipée et le moment qui a été calculé par les mécaniciens inscrit ici. C'est cette partie en bas qui est la partie que vous allez remplir et utiliser comme pilote. Si nous la regardons de plus près, le tableau commence avec la masse à vide de l'avion qui a été mesurée comme nous l'avons vu précédemment. Et vous allez y rajouter la masse de l'équipage, c'est les 2 personnes à l'avant, la masse des passagers, les 2 personnes à l'arrière, le réservoir principal, le réservoir gauche, le réservoir droit sur cet avion qui est équipé de 3 réservoirs, et la masse des bagages. À chaque masse va être associé un moment qui est fonction du bras de levier, c'est-à-dire qu'il y a une référence sur l'avion et on mesure en mètres un bras de levier pour chaque masse et ça le transforme en moment. Par exemple, à l'avant, on imagine le poids de l'équipage des 2 personnes à l'avant, 180 kg, qu'il va falloir multiplier par le bras de levier qui est lié à la position de ces personnes dans l'avion, et on obtient un moment, dans cet exemple, 73,8. Nous allons pratiquer de la même manière pour les personnes à l'arrière. Il n'y a qu'une seule personne sur ce vol, 70, le moment calculé 83,3. Pour le réservoir, nous l'avons vu, il ne faut pas intégrer la quantité inutilisable. Sur cet avion, dans l'exemple du manuel de vol à la section généralité, il est écrit capacité inutilisable 1 litre. Donc il faudra soustraire cette quantité 1 litre qui est déjà comprise dans la pesée de l'avion vide. Imaginons donc partir avec 72 kg de carburant. Convertissez bien votre quantité de carburant en kilos. Il faut multiplier par la densité standard qui est de 0,72. Pour le réservoir gauche, des réservoirs qui font 40 litres qui sont remplis à ras-bord, donc 29 kg pour le réservoir gauche, 29 kg pour le réservoir droit. Concernant les bagages, vérifiez bien dans votre manuel de vol à la section limitation que vous ne dépassez pas la charge maximale autorisée. Dans cet exemple, c'est 60 kg et nous sommes en dessous car pour ce vol, nous partirions avec 10 kg de bagages positionnés dans la soute. Une fois que vous avez inscrit toutes les masses et calculé tous les moments associés à chacune de ces masses, vous allez faire la somme. Donc la somme de toutes les masses pour la reporter dans le total, 1024 kg, et la somme de tous les moments qui est reportée, 462,99. Pour obtenir le bras de levier moyen, il suffit de prendre le moment et de le diviser par la masse, vous obtenez 0,452. C'est le bras de levier moyen où s'applique la masse totale de l'avion. Une fois que vous avez fait ces petits calculs, avec la somme totale des masses et des moments, vous n'avez plus qu'à reporter les chiffres dans le tableau à gauche des limites de centrage. L'échelle de masse, donc 1024, est positionnée à peu près ici. L'échelle des bras de levier, nous l'avons calculé à 0,452, il se positionne à peu près ici. Et à l'intersection des 2 traits, vous avez la position de votre avion sur le graphique de masse et centrage. Ce qui est très important, c'est qu'à tout moment du vol, l'avion doit être dans l'enveloppe de centrage qui est définie par le constructeur. L'enveloppe de centrage, c'est les traits que vous avez en noir à l'écran. Il y a des limites avant, limites arrière et une limite en haut pour la masse maximale.
Ce qui est intéressant, c'est de calculer l'évolution de votre centrage en vol. Bien évidemment, vous allez normalement garder l'équipage et les passagers à bord de l'avion, mais par contre, vous allez consommer l'essence. Donc l'essence, au fur et à mesure qu'elle est consommée, a une influence sur le bras de levier moyen de l'avion. Donc l'avion va s'alléger, mais le centrage va également évoluer. Donc une technique pour calculer l'évolution du centrage en vol consisterait à calculer votre centrage d'une manière forfaitaire sans aucun carburant à bord. Vous refaites le même calcul en additionnant les masses sans le carburant et les moments, et vous trouvez 894 kg, 376,59. Vous calculez le bras de levier moyen, et vous pouvez positionner ce point, qui est la position de votre avion dans le graphique de masse et centrage, sans essence. D'une manière générale, en vol, en gros, l'avion va évoluer sur ce trait, parce que vous allez changer de réservoir toutes les demi-heures. On pourrait imaginer des situations extrêmes où vous consommez que sur un réservoir. Dans ce cas-là, en effet, vous allez dévier un petit peu par rapport au trait. Vous l'avez peut-être remarqué, dans les limitations du centrage, il y a ce que l'on pourrait appeler une cassure à l'avant de l'appareil. Cette cassure, elle est due au fait que lorsque vous êtes centré avant, le poids va être réparti sur la roulette avant. Et dans le cas de cet avion avec un train tricycle, eh bien, il n'y a qu'une seule roue à l'avant. Donc à l'arrière, avec 2 trains d'atterrissage, la masse se répartit sur les 2 trains. Par contre, à l'avant, il faut limiter la masse lorsque l'on est centré avant pour qu'il n'y ait pas trop de poids sur la roulette de nez. Alors nous venons de voir une méthode pour remplir une fiche de masse et centrage en papier. Dans la pratique, il y a beaucoup de solutions maison qui sont un super outil pour vous aider à calculer électroniquement le devis de masse et centrage, mais en apportant une attention à 3 points. Tout d'abord, assurez-vous que le fichier est bien à jour de la dernière fiche de pesée qui est avec les papiers de l'avion. Ensuite, assurez-vous que les limites de centrage sont bien celles de l'avion utilisé, qu'il n'y ait pas une erreur de conception dans le fichier ou dans le logiciel. Et enfin, faites un essai de comparaison avec la fiche papier et le logiciel pour vérifier que la méthode de calcul est juste. Certains logiciels ou certains fichiers Excel attirent votre attention sur ces points avec un petit encart, comme par exemple à l'écran. En aucun cas, ils ne vous déresponsabilisent de votre obligation à utiliser la fiche de pesée de l'avion. Il est grandement recommandé de vérifier la date de la fiche de pesée ainsi que les coordonnées des points de limite de centrage en les comparant aux valeurs indiquées ci-dessus. Parlons maintenant de la définition du centre de gravité et du foyer. Le centre de gravité, c'est le point où s'exerce le poids de l'avion. C'est un point variable en fonction de la masse et du centrage. Nous l'avons vu, nous pouvons calculer le centre de gravité à l'aide du bras de levier. Le foyer, par contre, c'est une notion un peu plus abstraite. C'est le point où s'exerce la résultante des variations de portance dues au pilotage. C'est un point fixe. Il faut tout simplement admettre qu'il est ici. C'est prouvé en soufflerie de manière aérodynamique par des ingénieurs. Prenons l'exemple d'un avion qui est en vol en palier et qui est compensé. Comme il a été compensé, la force de la résultante aérodynamique, de la portance, est exactement parallèle et de la même valeur que le poids. C'est-à-dire que l'avion est compensé, il vole en ligne droite en palier. Pour voir l'influence du foyer, il faut imaginer l'effet d'une variation de portance durant un vol rectiligne en palier, toujours avec ce même avion qui est compensé et sans changer la compensation. S'il y a une rafale de face, il va y avoir une augmentation de la portance qui va créer un couple cabreur. Le foyer, comme vous le voyez, est l'endroit où va s'afficher l'augmentation de portance. Comme il est à l'arrière du centre de gravité, il va y avoir un petit bras de levier qui se crée et qui va avoir tendance à contrer l'effet cabreur de la rafale. Donc l'avion est stable car le foyer est derrière le centre de gravité ou inversement car le centre de gravité est en avant du foyer. Donc la stabilité de l'avion, c'est très important. Elle dépend de la position du centre de gravité et c'est de là que vient l'importance pour la sécurité de rester dans les limites du centrage de l'avion qui sont données par le constructeur. Parlons maintenant de l'effet du centrage sur l'avion. Nous l'avons vu, les limites de centrage sont données par le constructeur et nous garantissent une plage de sécurité qu'il ne faut jamais dépasser. Ces limites sont définies par le constructeur en fonction de la position du centre de gravité par rapport au foyer de l'avion. Regardons ensemble une enveloppe de vol avec les limites avant
Et les limites arrière, c'est la distance de centre de gravité par rapport au point de référence. Si vous dépassez à l'avant, vous êtes hors centrage avant, et à l'arrière, idem, vous êtes hors centrage arrière. Ces deux plages, bien évidemment, sont interdites en vol. Il faut rester à l'intérieur des limites. Si jamais vous êtes proche de la limite avant, vous aurez un avion qui aura tendance à être un peu plus lourd aux commandes et qui sera un peu moins manœuvrant qu'un avion qui soit proche des limites arrière, qui va devenir plus manœuvrant, mais par contre qui va être un peu moins stable. L'avion va être plus instable et éventuellement la sortie du décrochage sera un petit peu plus complexe qu'un avion qui serait proche des limites avant. Parlons maintenant du décollage interrompu, qui est cette décision que vous pourrez prendre durant un décollage d'arrêter le décollage. Essayons de lister certaines des raisons qui pourraient provoquer un arrêt décollage. Ça peut être une demande du contrôleur, la présence d'un autre trafic sur la piste, une perte de puissance, la collision avec un oiseau, une puissance qui est inférieure au minimum indiqué dans le manuel de vol, pourquoi pas un badin inopérant ou d'autres raisons. Il est très important, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, d'annoncer les 3 vérifications durant la course décollage, puissance disponible, pas d'alarme, badin actif, et si une des vérifications fait défaut, il faudra interrompre les décollages. Les choses vont très vite durant un décollage et il faut donc être prêt à interrompre ces décollages pour une raison précise. Une des manières de se préparer, c'est le briefing avant décollage qui est une visualisation, une préparation mentale de la décision d'interrompre le décollage. Voyons maintenant la procédure à appliquer si jamais vous prenez la décision d'interrompre un décollage. La première chose à faire, c'est de réduire complètement la puissance. Ensuite, il faut contrôler la trajectoire. Ça peut être très rapide, mais prendre quelques secondes s'il y a beaucoup de vent de travers, s'il y a des effets moteurs. Et une fois que vous êtes certain de contrôler la trajectoire, eh bien, actionnez les freins progressivement et de manière adaptée. Si la piste est courte, il va falloir freiner franchement. Mais si la piste est longue, vous pouvez adapter le freinage. L'objectif, bien évidemment, c'est de s'arrêter avant la fin de la piste. Concernant la gestion des priorités. La procédure, c'est vraiment la priorité, c'est-à-dire réduire la puissance, contrôler la trajectoire et freiner. Concernant le message radio, il faut absolument attendre que l'avion soit sous contrôle pour libérer de la charge mentale pour piloter votre avion avant d'annoncer vos intentions au contrôle. Une erreur courante, c'est de faire le message radio alors que vous êtes encore en mouvement à une vitesse élevée et que vous devriez être occupé à bien garder le contrôle de votre avion. Parlons maintenant des effets du vent à l'atterrissage avec l'exemple d'un avion à train tricycle qui atterrirait avion non dans l'axe à cause de la dérive. Sur un train tricycle, le centre de gravité est en avant du train principal, tout simplement pour que lorsque l'avion soit au sol, les 3 roues touchent bien le sol. Lorsque l'avion va toucher le sol, ce sera avec le train principal et c'est donc ici que va s'appliquer la réaction avec les roues. Comme il a une vitesse et que l'avion a tendance à continuer l'inertie au niveau de son centre de gravité, il y a un couple redresseur naturel qui va remettre l'avion dans l'axe de piste si le pilote n'a pas corrigé la dérive due au vent. Parlons maintenant d'un avion à train classique, dans le même cas d'un avion qui n'est pas dans l'axe de piste à cause de la dérive durant l'atterrissage. Le centre de gravité dans cet avion est en arrière du train principal pour que les 3 roues touchent le sol lorsque l'avion est au sol. L'effet des roues sur la piste au moment de l'atterrissage sera au niveau du train principal. L'inertie due au poids va s'appliquer sur le centre de gravité et comme vous le voyez, il y a donc un effet que nous appelons effet cheval de bois qui va augmenter la dérive de l'avion. Il faut donc faire très attention par vent de travers. Il est impératif d'atterrir avec l'avion dans l'axe et encore plus avec un avion à train classique, car l'inverse vous expose au risque de faire un cheval de bois. Pour aller plus loin, je vous invite à visionner le cours qui est dédié à l'atterrissage par vent de travers. La dernière partie de cette présentation traite des papiers de l'avion. Comme futur commandant de bord, vous devez savoir quels documents doivent être à bord et vous devez pouvoir les présenter sur une demande de l'autorité. Vous devez également, bien sûr, savoir à quoi ils correspondent. La liste des documents à emmener en vol est définie par le NCO.gen.135. Il est écrit dans cette réglementation que vous devez avoir à bord pour tous les vols, le manuel de vol, AFM en anglais
ou le document équivalent, les données détaillées du plan de vol circulation aérienne s'il a été déposé, les cartes actualisées et appropriées pour la route suivie et toutes les routes sur lesquelles on peut raisonnablement penser que le vol pourrait être dérouté, les procédures et informations relatives aux signaux visuels à utiliser par un aéronef d'interception et un aéronef intercepté. Sachez que ces procédures sont décrites dans le guide VFR. La liste minimale d'équipements ou CDL, le cas échéant, comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des avions ne sont pas encore équipés. Et pour finir, toute autre documentation pouvant être pertinente pour le vol. Sachez que la fiche de pesée peut être considérée comme un document pertinent et, je dirais même obligatoire, car vous devez vérifier avant chaque vol que votre avion respecte bien les limites de masse et de centrage, et cela se fera avec la dernière fiche de pesée de votre avion. Ensuite, pour tous les vols qui sont autres que des vols locaux, c'est-à-dire que vous ne décollez et atterrissez pas sur le même terrain ou alors que vous partez loin de l'aérodrome de départ, vous devez avoir à bord l'original du certificat d'immatriculation, l'original du certificat de navigabilité, cela inclut l'examen de navigabilité, le certificat acoustique, s'il existe pour l'avion, la liste des agréments spécifiques, si jamais il y en a, la licence de station d'aéronef, si elle existe, le ou les certificats d'assurance et de responsabilité civile, et enfin le carnet de route de l'avion ou l'équivalent. Pour aller plus loin, je vous invite à visionner le cours qui est dédié à la présentation des documents d'un avion. Enfin, les recherches personnelles à faire avant le prochain vol sont de revoir le déroulement d'un tour de piste rectangulaire et de chercher la masse maximale propre à votre avion pour le décollage et l'atterrissage. Les exercices que vous allez faire durant ce programme sont un décollage interrompu avant la rotation à une vitesse raisonnable et 4 tours de piste qui vont inclure 3 posées décollées ou atterrissage et une approche interrompue. C'est la fin de ce briefing, je vous souhaite un très bon vol.